Salut, il y a quelques semaines, il y a une nouvelle version de ChatGPT qui est sortie, la version 4o, et il y a eu pas mal d'améliorations d'un point de vue mathématique, c'est-à-dire en termes de raisonnement, etc. En vrai, c'est en train de devenir plutôt pas mal. Donc je me suis dit, je veux voir ce qu'il vaut sur le bac de maths. Donc je vais le tester sur la version du 6 juin 2024. Donc c'est la version qui est tombée hier, parce que je tourne le 7 juin 2024. Donc là, je veux voir ce qu'il vaut. Alors, je précise, bien sûr, pour bien utiliser ChatGPT, il faut lui faire un prompt assez conséquent et précis. Prompt, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui donner les instructions, lui dire là, avant comment dire, de lui donner une instruction, de lui dire un peu de contexte, genre lui donner un rôle, là on pourrait dire t'es un correcteur du bac, etc., fais-moi une correction détaillée. Là, je vais vraiment faire la version la plus naïve possible, je vais lui donner un exo, et je vais lui dire fais-moi la correction. Et je veux voir comment il se débrouille. Franchement, j'ai un bon pressentiment parce que je l'ai déjà testé, encore une fois, sans prompt détaillé. Je l'ai déjà testé sur plusieurs exos de maths. Il se débrouille plutôt pas mal. Donc là, je veux voir à peu près combien on pourrait lui donner en moyenne sur une épreuve du bac. Et du coup, c'est juste parti. Donc je vais commencer par faire un petit screenshot de l'exo que je vais lui donner. Hop, et on lui dit corrige-moi cet exo en français. STP, voilà, parce qu'on est gentil, on lui demande s'il te plaît. Donc je vais accélérer un peu cette partie et on regardera quand il aura fini de rédiger. Ok, alors il a fini d'écrire et on va voir du coup ce que ça donne. Donc on a voilà l'exo sous les yeux, donc c'est un exo de proba, on va pas forcément rentrer dans le détail, on va juste regarder un peu les résultats qu'il donne. Donc on a voilà, un sac, machin, déterminer le nombre de tirages possibles. Donc on nous dit chaque jeton est remis dans le sac après avoir été pioché, chaque tirage est indépendant, ça c'est vrai du coup. Il y a 8 jetons, donc pour chaque tirage il y a 8 possibilités. Ok, pour 3 tirages indépendants, le nombre total de tirages possibles est 8 x 8 x 8, 8 puissance 3, 512. Jusque là, parfait. Ensuite, question 2, la première, donc c'est le nombre de tirages sans répétition de numéros. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Sans répétition, chaque jeton ne peut être tiré qu'une seule fois. Ok, le nombre de tirages possibles est donc donné par le nombre de permutations des 8 jetons pris 3 à 3. C'est une façon bizarre de voir les choses. Là, encore une fois, je pense que... alors, le résultat est bon parce que c'est bien 8 x 7 x 6. Je pense que le fait de ne pas donner de contexte, c'est pour ça qu'il donne des résultats un peu comme ça qui sont, on va dire, trop complexes d'un point de vue terminal, parce que je pense qu'on dit à un terminal, c'est quoi le nombre de permutations de 8 jetons pris 3 à 3, il va pas forcément comprendre. Là, en fait, on parle juste d'arrangement. Donc c'est 8 x 7 x 6, c'est le bon résultat, mais on parle d'arrangement. Donc en soi, il s'est pas trompé, mais il a fait une version peut-être un peu trop complexe. Il aurait fallu lui donner, encore une fois, un contexte de c'est une correction du bac, de terminal, etc. pour qu'il fasse, on va dire, les arguments du niveau terminal. Donc, mais en tout cas, le résultat est bon. Donc pour l'instant, plutôt agréablement surpris. Ensuite, en déduire le nombre de tirages contenant au moins une répétition de numéros. Comment il s'en est sorti? Donc le nombre de tirages et répétitions sans répétition. Donc, ok, très bien. Donc là, une simple différence, ça marche. Ok, jusque-là, parfait. Ensuite, sa variable aléatoire. Ça, c'est un exo classique de proba de bac. D'ailleurs, il faut savoir faire tout ça, bien sûr. On nous dit que c'est égal au numéro du deuxième. D'accord, ok. Donc la loi de proba, comment il s'en est sorti? Puisque chaque jeton est remis dans le sac et que chaque jeton a une chance égale d'être tiré, d'accord. La variable x1 suit une loi uniforme discrète. Alors en terminale, on parle plutôt de loi équirépartie, même si, encore une fois, loi uniforme discrète, ça marche. C'est pas forcément quelque chose qu'on va étudier en terminale, on va plutôt dire c'est équirépartie, et on va tout simplement donner un tableau de proba où on aurait chacun des résultats, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et à chaque fois 1 sur 8, 1 sur 8 en proba, en disant que c'est équiréparti. Mais il a raison, dans le sens où c'est une loi uniforme discrète. Mais en terminale, c'est pas trop ce qu'on voit. Mais en tout cas, pour l'instant, il s'en sort plutôt pas mal. Alors, déterminer l'espérance de la variable aléatoire x1. Donc l'espérance de la variable aléatoire, donc ça, normalement, on fait un calcul d'espérance. Ok, là, il a utilisé la formule de la loi uniforme discrète, qui du coup est la bonne formule, mais c'est pas, enfin en terminale, normalement on sait pas trop le faire comme ça. Il aurait fallu là, encore une fois, le faire avec la formule de l'espérance qu'on connaît en terminale, donc ça veut dire faire 1 sur 8 fois 1, plus 1 sur 8 fois 2, plus 1 sur 8 fois 3, etc. Ce qui amène exactement à ce résultat-là.
mais on le fait d'une façon, entre guillemets, niveau terminal. Là, il l'a fait, c'est bon. C'est vrai que c'est ce qu'on lui demandait. On lui demandait de faire l'exo. Il aurait fallu peut-être demander niveau terminal. Peut-être que pour le prochain exo, je le ferai. En tout cas, là, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. Ensuite, déterminer l'espérance de la variable aléatoire. S, alors, comment il s'en sort? Donc, il fait la somme, d'accord? Puisque les variables aléatoires sont identiquement distribuées et indépendantes, E de S, c'est la somme des 3, du coup. Donc, 3 fois... ok, jusque-là, très bien. Ensuite, c'était quoi la question? P de S égale 24. Donc, il faut que la somme des 3 tirages soit 24. Les seules combinaisons possibles sont 8, 8, 8. D'accord. Donc, la probabilité de cette combinaison, c'est la probabilité que chacune des variables aléatoires soit égale à 8. Donc, c'est un huitième puissance 3. Ok, ça, c'est parfait. Alors, ensuite, pour la 7. Donc là, j'ai l'impression qu'il a fait une liste de toutes les combinaisons possibles. Pas forcément le plus judicieux, enfin on va voir ce que ça donne. Donc la question c'était, si un joueur obtient une somme supérieure ou égale à 22, alors il gagne un lot, d'accord. Justifier qu'il existe exactement 10 tirages permettant de gagner le lot. Ok, alors comment il s'en est sorti? Pour obtenir une somme supérieure ou égale à 22, les combinaisons possibles sont... Ok, il a fait toutes les combinaisons, c'est bon. Ce qui me gêne un peu, c'est que, bah, encore une fois, il a bon, mais en termes de justification, il aurait fallu quand même dire qu'il n'y en a pas d'autres. Là, ça aurait été bien de justifier pourquoi il n'y en a pas d'autres. Il l'a pas fait. Je sais pas, peut-être au bac on pourrait retirer des points. En vrai, je suis pas sûr qu'on puisse retirer des points là-dessus. Il y a 10 combinaisons. Il a fait les 10. Bon, si on est gentil, on met tous les points. Si on est mal luné, peut-être on retire un demi-point, un quart de point pour dire bah, pourquoi il n'y en a pas d'autres. D'accord, tu m'en as listé 10 qui marchent. Peut-être pourquoi il n'y en a pas d'autres, faut le dire. Mais en tout cas, jusque-là, c'est un sans faute. Et pour finir, on déduit la probabilité de gagner un lot. Donc là, il dit la probabilité de chaque combinaison étant 1 huitième puissance 3, c'est d'accord, il y a 10 combinaisons, donc on fait x10. Ok, bah franchement, là, je suis plutôt agréablement surpris sur le premier, surtout que pour l'avoir testé avant, comme je disais, avant cette mise à jour 4O, même en donnant un contexte assez travaillé, un prompt assez travaillé, je trouvais que sur les exos de proba, il s'en sortait pas très bien, parce que justement, il fallait un peu... réfléchir, parce que les exos de proba, c'est pas tant on applique une formule, des fois il faut réfléchir de quoi on parle, etc. Et il s'en sortait pas très bien. Là, il s'en sort plutôt bien. Alors, il faudrait le voir, on va dire, sur des exos de proba niveau prépa. Là, ça pourrait, je pense, le mettre bien en difficulté. Je suis assez confiant, je pense, sur les exos de fonction. On va quand même les faire pour voir, mais je pense qu'il va bien s'en sortir. Je vais rajouter l'instruction de lui dire de le faire en niveau terminal, pour pas qu'il commence à nous sortir des trucs hors programme. Et on va voir comment il s'en sort. Donc hop, je lui fais tout simplement un screenshot et je lui dis corrige-moi cet exo en français. Et qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire niveau terminal. On va voir ça. Terminal. Juste ça. Encore une fois, un prompt absolument pas travaillé. Peut-être il va rien comprendre et peut-être je vais recommencer. Mais on va voir ce que ça donne avec ça pour le moment. Alors, il a fini de faire son travail. On va voir un peu ce que ça vaut. Donc, la première question. Donc, on a une fonction. Ça, c'est un exo d'analyse de fonction, encore une fois, très classique. On admet qu'elle est dérivable, etc. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Déterminer la limite de la fonction en 1. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est là. Donc, pour déterminer, examinons le comportement de la fonction. D'accord. En remplaçant directement x par 1, on a une forme déterminée. Jusque-là, tout va bien. Ce qui suggère une limite infinie. Ok, c'est vrai, E sur 0, bon, ça suggère une limite infinie. On utilise la règle de l'hôpital qui consiste à dériver le numérateur et le dénominateur. Ok, alors, encore une fois, ça, c'est pas quelque chose qu'on fait en terminale. Là, une méthode plus judicieuse d'un point de vue terminal aurait été de voir la limite en dessous. Parce que au-dessus c'est un exponentiel donc c'est positif, la limite en dessous, est-ce qu'il s'agit d'un 0 plus ou d'un 0 moins? Ici on est sur l'intervalle moins l'infini 1, donc en fait x moins 1, quand x tend vers 1, ça va tendre vers un 0 moins, donc négatif. D'ailleurs, donc il s'est trompé là-dessus. C'est censé être un 0 moins, donc voilà, donc lui il a dit que c'était plus l'infini, donc là-dessus on n'est pas bon. Première erreur, donc ok, il n'est pas infaillible. Alors encore une fois, je pense qu'il faudrait peut-être travailler le prompt pour être plus précis dans ce qu'il donne et plus juste. Ensuite, on a déduit une interprétation graphique. Donc là, il nous dit qu'on a une asymptote verticale, oui. Donc là, c'est bon parce que bon, de toute façon, que la limite soit plus ou moins l'infini, ça nous donne une asymptote
verticale. Donc là-dessus, ok. Ensuite, la limite de la fonction en moins l'infini, c'est ça qu'on voulait, ouais. La limite de la fonction en moins l'infini, donc là, bon, c'est un calcul assez classique. C'est l'exponentielle qui l'emporte. Encore une fois, en termes de justification, mais je ne lui ai pas demandé de justifier, je pense qu'il aurait peut-être justifié mieux si je lui demandais, mais là, il s'agissait de donner une croissance comparée pour avoir ça. Donc pour la 2, nickel, rien à dire. Ensuite, la 3a, c'était montrer qu'on a la dérivée qui vaut ça. Donc là, en gros, lui demander de faire une dérivée. Après, on donne le résultat, donc c'est peut-être ça l'aiguille, ça faut voir. Donc, la règle du quotient, d'accord. La dérivée de e de x, c'est e de x. La dérivée de x moins 1, c'est 1. Donc, ok, il écrit bien la formule en détail. Jusque-là, c'est cool. D'accord. Et on trouve bien le bon résultat. Très bien. Ok. Ensuite, c'était dresser le tableau de variation de la fonction f. Il passe par le signe de la dérivée. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, le numérateur change de signe en x égale 2. Ok. Le dénominateur est toujours positif, jusque-là on est bon. Donc il nous dit si x est négatif, x-2 est négatif, donc f' de x est négatif, très bien. Et donc il nous dit la fonction décroît sur moins l'infini 2, ok il l'a pas dessiné, il l'a juste décrit le tableau de variation, donc elle décroît sur moins l'infini 2, d'accord, alors on demandait juste sur moins l'infini 1 je crois, ouais c'est ça, on demandait juste sur moins l'infini 1, et ok, donc là, il a eu un gros bug, parce que pour lui, 1, il vient après 2. Alors encore une fois, il faut vraiment prendre en compte que ChatGPT, il réfléchit pas. C'est ce qu'on appelle un LLM, hein, c'est probabiliste. Qu'il écrit, c'est probabiliste. Donc déjà qu'il arrive à faire des maths, c'est presque miraculeux qu'il arrive à faire des trucs comme ça. C'est pour ça que des fois, il sort des incohérences elle décroît sur moins l'infini 2 et elle croît sur 2, 1. L'intervalle de 1, on le cherche encore. Mais bon, bah, il a eu en tout cas un morceau de bonne réponse. Mais c'est pas parfait encore. Ensuite, c'était quoi la question? Étudier la convexité de la fonction. On nous donne la dérivée seconde et il faut étudier la convexité de la fonction. Donc, ça dépend du signe de ça, d'accord, parce que on a une exponentielle. Et alors pourquoi il me parle pas du x-1 puissance 3 quelle est sa justification? Et bah du coup il a pas pris en compte le x-1 puissance 3. D'accord, il l'a pas pris en compte. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas de racine réelle parce que le discriminant est négatif, ça c'est vrai. Donc la dérivée seconde est positive, et ben non, la dérivée seconde va plutôt être négative, enfin oui, le trinôme est positif, mais on a un x-1 qui du coup sur moins l'infini 1 va être négatif, donc ça il l'a pas pris en compte. Ok. Donc il se trompe, on est bon. J'étais confiant là-dessus alors qu'en fait j'aurais pas dû finalement. Et donc la 4b, qui était déterminer l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse. Donc là, c'est juste une application de la formule. Est-ce qu'il le fait bien? Oui, jusque-là, il le fait bien. Voilà, donc il trouve la bonne équation de la tangente. Très bien. Ensuite, c'était en déduire que pour tout réel, on a cette inégalité-là. Qu'est-ce qu'il a dit? En utilisant l'équation de la tangente, nous avons montré que la courbe est toujours au-dessus de cette tangente. Là, le raisonnement est un petit peu foireux. Donc c'est pour ça, je vous conseille pas forcément de prendre pour argent comptant ce qu'il vous dit, parce que c'est pas ça du tout le raisonnement. Alors, on va quand même faire du raisonnement de au-dessus, en dessous de la tangente, machin. Déjà, elle est concave. Donc elle est concave, elle est en dessous des tangentes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, je vous le fais rapidement à l'oral, hein, mais je pense qu'il doit y avoir la correction de ce truc-là, vous pouvez trouver sur APMEP. Vous pouvez trouver la correction si vous voulez le truc en détail. Mais disons que il a fait une double erreur qui s'est compensée. Ou alors, enfin voilà, je sais pas s'il a fait une double erreur, mais bon, ce qu'il dit, ça marche pas trop. Parce que, en fait, ce qui se passe, là, il a été déjà très très rapide. Là, c'est l'équation de la tangente. Okay, le x-1, si on le passe en dessous de l'exponentielle, on retrouve la fonction f qui est ici. Non, f, pardon, qui est ici. Et du coup, mince, où est-ce que j'en suis, pardon? Voilà. Donc on se retrouve avec f, sauf que comme elle est concave, elle est en dessous des tangentes. Donc on se retrouve avec f inférieur ou égal à moins 2x moins 1. Et là on se dirait, oui, mais nous, ce qu'on veut, c'est exponentielle, machin. Ok. Sauf que faut pas oublier que sur moins infini 1,
x-1, il est négatif. Donc quand on le passe de l'autre côté, on change le sens de l'inégalité. Donc à la base, le x-1 est à gauche, donc il divise l'exponentielle à gauche, et ici, on a un inférieur ou égal, parce que la fonction est concave. Donc, en passant le x-1 à droite pour avoir l'expression qui nous intéresse à droite, on change le sens pour avoir l'inégalité dans le bon sens. Donc là-dessus, c'est pas bon. C'est pas bon parce que, encore une fois, il oublie les signes. Mais je rappelle qu'il ne réfléchit pas. Donc, pour lui, un signe, on passe de l'autre côté, ça veut rien dire. C'est déjà très impressionnant ce qu'il arrive à faire, mais c'est pas encore parfait. Mais je pense qu'on peut le perfectionner en lui donnant disons des prompts beaucoup plus travaillés. Continuons. Ensuite, la 5a, justifier que l'équation admet une unique solution alpha sur l'intervalle moins l'infini 1, pardon. Donc on résout, d'accord, comme elle est strictement croissante, voilà. Bon là il n'a pas cité, ça aurait été bien de citer le théorème des valeurs intermédiaires, et même aussi appelé, donc des fois on appelle le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, ou le théorème de l'abjection. Mais voilà, donc globalement, ça marche parce qu'il l'a bien dit. Et ensuite, à l'aide de la calculatrice, utiliser une calculatrice, sous-entendu, je suis pas une calculatrice, démerde-toi. Ok. Alors, on va voir rapidement, je vais peut-être pas m'attarder sur tous les autres exos, je vais le faire moi-même, et peut-être je vous ferai un résumé après de ce que ça a donné sur les autres. Alors, j'ai regardé, pour la géométrie dans l'espace, c'est vraiment pas top. Alors, il y a plusieurs trucs qui sont un peu bluffants, on va dire. C'est que je lui ai déjà juste donné le screenshot de ça, et il a réussi à en déduire les coordonnées des points. Donc ça, c'est plutôt pas mal, sachant qu'il y a juste un cube, et on nous parle du repère. Ensuite, au début, ça partait bien, mais déjà là, pour trouver le vecteur FH, il s'est planté. Déjà, de toute façon, on peut regarder la première coordonnée. Normalement, on va dire, c'est 0 moins 1 pour les coordonnées de FH, hein, c'est comme ça qu'on calcule les coordonnées d'un vecteur. Il s'est planté, pourtant il avait les bonnes coordonnées de H, les bonnes coordonnées de F, hein, ça montre que vraiment il réfléchit pas trop à ce qu'il dit. Ensuite, donc voilà, il y a beaucoup de trucs qui sont faux. Il y a aussi que là, il est en train de me parler du produit vectoriel. Alors, je doute qu'on fasse ça en terminale, en tout cas, c'est pas au programme de terminale de faire le produit vectoriel, mais il est parti là-dessus. Encore une fois, j'ai donné un prompt de nul, hein, j'ai dit juste celui-ci maintenant. Si vous voulez optimiser votre chat GPT, il faut bien sûr faire un prompt qui généralement fait plusieurs lignes, et quitte à lui donner les questions une par une, etc. Enfin voilà, faut vraiment bien l'optimiser. Là, c'est une version, comment dire, basique, ce qu'une grand-mère pourrait utiliser pour faire ça. Donc c'est pas optimisé, mais c'est déjà pas si mal que ça. Ensuite, j'ai vu, oui voilà, c'est ça. Ici, carrément, il devient flemmard. Il nous dit, bah, pour trouver les coordonnées, faut résoudre ça, d'accord. Bon, il le fait pas. donc là, il commence à y avoir un problème. Là, c'est pareil, hein, l'aire du triangle est donné par l'aire de la base de la pyramide. Bon, bah, il répond plus trop. Il commence à devenir un peu, je sais pas si c'est fainéant ou s'il a pas les réponses, et s'il fait ça. Donc là, sur cet exo-là, il n'aurait pas eu beaucoup de points. On va voir ce qu'il donne sur le dernier. Donc je vais lui donner une chance. Je vais essayer de lui mettre un tout petit peu de contexte en lui disant que c'est un exo de bac et qu'il est en terminale et qu'il faut qu'il détaille bien les résultats. Et on va voir si ça change quelque chose, s'il s'en sort mieux, s'il détaille plus. Encore une fois, il aurait fallu beaucoup plus détailler le prompt. Là, on va voir avec ce prompt basique si ça change quoi que ce soit. Alors du coup, j'ai regardé ce qu'il a fait et c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que l'exo 2 qui était sur les fonctions aussi. Là, il a fait voilà, des dérivés, c'était pertinent. Là, il a bien pensé à un moment quand il faut faire racine de x plus 1 moins x, il a bien pensé et il a même détaillé, qui fait une multiplication par le conjugué pour s'en sortir, ce qui est plutôt pas mal. Là, j'ai vu qu'il s'en est bien sorti aussi parce que il a élevé au carré, etc. pour trouver les bonnes solutions. Donc jusqu'ici, il s'en est sorti plutôt pas mal. La récurrence, elle est parfaitement exécutée. Franchement, vous faites une récurrence comme ça, vous avez tous les points, il y a vraiment rien à redire. Ensuite, il y a juste un endroit, je voyais, donc pour la convergence, voilà, décroissante minorée, donc elle converge. Il se plante pas, bien sûr, comme beaucoup d'élèves le font en disant que ouais, converge vers 1. Non, c'est pas vrai, on sait pas.
Ensuite, démontrer que la suite converge vers L, d'ailleurs, voilà, c'était pas 1. Voilà, donc, alors là, qu'est-ce qu'il fait? C'est ici où c'est un peu... alors, c'est bon ce qu'il fait, mais il n'utilise pas le résultat qu'il a fait avant. Parce qu'avant, il avait trouvé la potentielle valeur qui marcherait. Là, il se trompe pas, hein, je pense qu'il y aurait tous les points, il n'y aurait pas de souci hein, si quelqu'un fait ça au bac. Mais là, c'est bien d'utiliser le théorème du point fixe. On nous donne des questions pour calculer le f de x égale x. Et bah forcément, à un moment, il faut utiliser le théorème du point fixe pour avoir la limite de la suite. Hein, c'est classique comme exo. Lui, il repasse par un calcul de la potentielle limite. Donc en soi, c'est pas faux, mais c'est pas forcément ce qu'on attendait. Donc voilà. Et ensuite, par contre, ici, c'est planté. Bon, c'est un petit problème algorithmique. Il me semble qu'on devait trouver 5 qui renvoie... Enfin, lui, il pense que ça renvoie 8. Donc là-dessus, il n'a pas forcément compris l'histoire du programme. Il faudra peut-être lui donner à part. Et par contre, à la fin, bon, bah, il a bien compris, hein, fallait interpréter, ça il a bien interprété dans le contexte. Donc en soi, je pense que il pourrait passer le bac et peut-être avoir 20, mais il faudrait travailler un peu le prompt, comme je vous disais. Il faudrait travailler le prompt, quitte à une ou deux fois recommencer en lui disant non, non, pense bien à utiliser les théorèmes, etc. Là, tel quel, s'il fait ça au bac, si voilà, si ce qu'il a renvoyé là, je l'écris à la main et je dis bah tiens c'est ma copie de bac, je pense qu'il aurait, on va dire entre 15 et 17 selon les correcteurs sur qui on pourrait tomber dans le sens où voilà, c'est un peu normalisé tous ces trucs là, parce qu'au bac on note gentiment. Euh, la rédaction est plutôt pas mal, à part l'exo de géométrie, peut-être faudrait que je lui refasse faire, mais il a été très flemmard dessus. Mais sinon, les autres exos, l'exo de proba, il a eu tout bon. Le dernier exo, il a eu pareil, presque tout bon. L'exo des fonctions, il a eu quelques cafouillages, mais en soi, il s'en est plutôt bien sorti. Donc, agréablement surpris. Je suis pressé de voir les versions d'après, qui apparemment vont commencer à vraiment bien réfléchir, parce que là, je répète, hein, c'est juste un modèle probabiliste. Ça veut dire qu'il écrit un mot, et en fait, pour le mot d'après, il réfléchit juste à quelle est la probabilité que ce soit ce mot-là qui a écrit, un peu comme les suggestions d'orthographe sur votre iPhone. Donc là, c'est assez impressionnant qu'il arrive à faire des trucs comme ça. Je pense que le prochain modèle, peut-être je le testerai sur des exos de prépa, parce que bah, j'imagine si le prochain modèle est plus puissant, bah, le bac, ce sera une rigolade, hein, vu que maintenant ça se passe plutôt bien. Et je suis curieux de voir jusqu'où on pourra aller, parce que s'il arrive à faire des exos de concours, ça commencera à devenir très impressionnant. Disons que si ChatGPT arrive à passer le concours de XENS, ça commencera à devenir incroyablement impressionnant. Et je pense qu'on pourra s'en servir dans les recherches, et ça pourra peut-être même faire avancer, on va dire, les maths. Donc c'est plutôt cool. Alors, petite conclusion de cette vidéo. N'utilisez pas ChatGPT pour vous faire des DM. Déjà parce que vous voyez que bah, des fois il sort des trucs qui sont faux, tout simplement. Des fois il sort des trucs hors programme et je vous assure que si vous faites partie des élèves qui généralement tournent autour de la moyenne, vous rendez une copie qui est bon, qui a tous les bons résultats, mais qui utilise des trucs, si vous êtes en terminale, qui utilise des trucs niveau prépa ou plus, je vous garantis que c'est grillé, mais à un point. Et là, forcément, bah, vous aurez, voilà, vous vous ferez un peu lyncher à juste titre, on va dire. La façon dont je vous recommande d'utiliser ChatGPT, parce qu'il faut l'utiliser. Surtout maintenant, je crois qu'il y a des versions gratuites. Moi, j'ai la version payante, mais il y a des versions gratuites. La façon dont je vous recommande de l'utiliser, c'est comme un prof qui va vous expliquer. Ça veut dire qu'éventuellement, demandez-lui de corriger et demandez-lui, si vous comprenez pas la correction, demandez-lui de vous expliquer, ou alors prenez une photo de votre exo et vous dites bah là je suis bloqué, machin, vous faites voilà, un petit début de raisonnement, vous dites bah là je bloque à ça, etc. Il va vous expliquer. Franchement, pour ça, c'est génial et c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Juste pour faire du copier-coller de ce qui vous sort. Le faites pas déjà, bah, si ça passe, bah, j'ai envie de dire tant pis pour vous, parce que bah, vous, dans votre tête vous dites ah c'est cool, j'ai une super note en maths. Non, vous avez juste fait un copier-coller de ChatGPT, vous avez rien compris à ce que vous avez écrit. Vraiment, utilisez-le comme roue de secours, un peu comme votre pote qui comprend tout et à qui, à tout moment du jour et de la nuit, vous pouvez lui poser une question. Là, c'est génial. Franchement, pour ça, ça marche super bien. Et surtout, apprenez à l'utiliser avec des prompts pertinents pour que ce soit vraiment le plus efficace possible. Mais je vous conseille vraiment de ne pas passer à côté de toutes ces innovations parce que vous allez avoir un train de retard. Plutôt adaptez-vous à ça et utilisez-les à bon escient. Donc voilà pour cette vidéo qui j'espère ne sera pas trop longue après montage. Moi je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine.